Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler santé et environnement. Qu'est-ce que la santé? Pourquoi parle-t-on d'inégalité de santé? Quel est le rapport avec le changement climatique et le système capitaliste? Ce sont les questions sur lesquelles nous allons nous pencher avant d'envisager les solutions. Alors, pour commencer, la santé. On a tendance à le résumer à ne pas être malade. Mais ça va bien au-delà. Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et social. Alors, dit comme ça, tout de suite, ça devient quelque chose d'ambitieux d'être en bonne santé, n'est-ce pas? Et avant même de parler de santé, les institutions internationales ont défini des conditions préalables à la santé. C'est en gros répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain. Pouvoir se loger, accéder à l'éducation, pouvoir se nourrir convenablement ou accéder à des ressources comme l'eau ou l'énergie, disposer d'un certain niveau de revenus ou encore bénéficier d'un écosystème stable et enfin avoir droit à la justice sociale. Alors aujourd'hui, malgré les progrès que revendiquent les tenants du système capitaliste, à l'échelle de la population mondiale, le capitalisme n'a pu satisfaire aucune des conditions préalables à la santé. Des centaines de millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Plus d'1 milliard vivent dans des bidonvilles. Une personne sur 3 n'a pas accès à de l'eau saine. Près d'une personne sur 2 vit avec moins de 7 dollars par jour. Les inégalités se creusent et enfin, notre écosystème connaît une extinction de masse. Alors forcément, on est loin, très loin, d'un état de complet bien-être pour la population mondiale. Alors on vient d'évoquer différents éléments comme l'accès à l'eau ou à l'alimentation. Ça paraît évident, ce sont des éléments qui ont un effet positif ou négatif sur la santé. Pourtant, ça a été un long cheminement pour obtenir la reconnaissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les déterminants sociaux de la santé. Pour cela, il a fallu battre en brèche la vision biomédicale de la santé. Une approche biomédicale repose sur la prépondérance, voire l'exclusivité donnée au déterminisme biologique de la maladie. On considère alors que, pour être en bonne santé, ce qui compte, c'est avant tout un bon système de soins pour guérir les malades. Pourtant, l'amélioration d'un système de santé n'est que secondaire dans l'amélioration de l'état de santé d'une population. Ce qui est déterminant, c'est l'amélioration des conditions de vie. Si on regarde sur le temps long, ici depuis la première moitié du XIXe siècle, on voit que la mortalité liée à la tuberculose n'a fait que constamment diminuer. Les progrès de la science et de la médecine, que ce soit l'identification du germe responsable de la maladie, de l'apparition des antituberculeux ou même de la vaccination par le BCG, ces éléments ne semblent avoir quasiment aucun impact sur cette évolution. Cela signifie que ce qui a été déterminant est ailleurs, et c'est essentiellement l'amélioration des conditions de vie et en particulier la salubrité des villes. En gros, le tout à l'égout a été plus efficace que le BCG dans la lutte contre la tuberculose. Alors, il y aurait d'un côté des déterminants biologiques et de l'autre des déterminants sociaux. Si je suis malade, ce serait soit à cause d'un dysfonctionnement de mon propre corps, soit à cause de la société. Eh bien, en réalité, le clivage entre les deux est artificiel. Il n'y a pas de déterminant purement social ou purement biologique. En fait, un organisme est un système ouvert, en interaction constante avec son milieu. Et ça concerne même le génome. Depuis sa découverte, on nous le présente comme le facteur biologique le plus déterministe de notre trajectoire de vie. Mais les apports des recherches sur ce qu'on appelle l'épigénétique nous amènent, entre autres conséquences, à revoir cette évidence. Effectivement, l'information génétique propre à chaque individu, c'est-à-dire l'ADN, est relativement stable quel que soit l'environnement auquel on est exposé au cours de notre vie. Par contre, l'environnement peut venir modifier l'expression du génome. Il y a une influence réciproque. L'organisme, et donc y compris son génome, subit l'influence du milieu auquel il est exposé, tandis que le milieu subit en retour l'influence d'un organisme porteur d'une information génétique.
Le biologique et le social ne sont donc en fin de compte que les deux faces d'une même pièce. On pourrait dire aussi que le social vient s'incorporer dans le biologique et que notre santé est le résultat de l'interaction entre les deux. Pour le résumer en une phrase, la santé est déterminée par les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. En fin de compte, cela signifie que les déterminants de santé, c'est-à-dire ces circonstances dans lesquelles on évolue, sont liés à des questions d'organisation de la société et, donc, à des questions politiques. Il y a un véritable enjeu à politiser les questions de santé. Et ça vaut aussi pour sa propre santé, en portant un regard critique sur sa trajectoire de vie. C'est une démarche qui peut se permettre de se réapproprier son corps en le politisant. De quel milieu je suis issu, dans quel quartier j'ai grandi, à quelle école j'ai été, comment je fais mon travail, combien j'ai d'argent pour vivre, etc., etc. Ma santé est le résultat plus ou moins positif des réponses à toutes ces questions. Et force est de constater qu'on n'a pas tous connu les mêmes conditions de vie. Tout simplement parce qu'il y a des inégalités sociales. Et ces inégalités sociales entraînent des inégalités de santé. Une des inégalités sociales les plus criantes est celle du revenu. Et il y a une forte corrélation entre le niveau de revenu et la santé. Et ce n'est pas pour n'importe quelle raison. Dans une économie de marché, c'est par l'argent qu'on se procure les marchandises, c'est-à-dire les biens et les services favorables à la santé. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te procurer sur le marché la marchandise nourriture, et donc t'es pas bien. Souvent, les discours qu'on entend se limitent au constat sans en questionner les causes. Il y aurait des riches et des pauvres, et ce serait quelque chose d'immuable. Mais les inégalités de revenus sont liées à la distribution des richesses au sein d'une société. Et le mode de distribution des richesses d'une société est lui-même déterminé par le mode de production de ces richesses. Et le mode de production qu'on connaît aujourd'hui s'appelle le capitalisme. Voilà. C'est bien connu, la société capitaliste est fondée sur la division de la population en principalement deux classes distinctes. D'un côté, les propriétaires des moyens de production, c'est-à-dire les grandes entreprises, les grands actionnaires, et de l'autre, les salariés qui vendent leur force de travail. Et entre les deux, des écarts de richesse considérables. Or, il y a un lien entre niveau de revenu et espérance de vie. Il existe des inégalités face à la mort. C'est ce que nous confirment les statistiques de l'INSEE. Si on prend un homme cadre et un ouvrier, qui ont tous les deux 35 ans, il y a plus de 6 ans d'écart d'espérance de vie entre les deux. Et bien évidemment, c'est le cadre qui vivra statistiquement plus longtemps que l'ouvrier. Attends. Ça veut dire qu'en plus d'être des rapaces réactionnaires qui vivent de l'exploitation de notre force de travail, probablement qu'ils vivent plus vieux et en meilleure santé. C'est dégueulasse. On va développer un autre exemple, celui du logement. Il reflète bien l'influence du milieu de vie sur les multiples dimensions de la santé. On passe en effet plus de 80% de notre temps dans des espaces clos et environ 14 heures par jour dans notre logement. Alors forcément, il a un impact majeur sur la santé et le bien-être physique, psychique et social. Pour refaire le lien avec le revenu, il se trouve que la performance énergétique des systèmes de chauffage et des logements est corrélée avec le revenu des occupants. Les plus riches vivent dans des logements mieux isolés, ce qui leur permet de consommer moins d'énergie. Alors évidemment, la répartition de ce qu'on appelle la précarité énergétique suit le niveau de vie des ménages. Près de la moitié des plus pauvres subissent au moins une des formes de précarité énergétique, alors qu'à l'inverse, près de 9 ménages sur 10 parmi les hauts revenus en sont totalement épargnés. Et comme la précarité énergétique a des conséquences multiples sur la santé et contribue même à la surmortalité hivernale, ce sont les pauvres qui sont les plus affectés. La répartition même des logements est inégalitaire. Malgré l'existence des bailleurs sociaux, son mode de distribution, en France, est principalement soumis à une logique de régulation par le marché. Si nous, on considère que le logement est avant tout un besoin, aux yeux du capital, c'est avant tout une marchandise, dont le prix sur le marché intègre les inégalités environnementales. Les acheteurs font un compromis entre le coût d'un logement et les aspects locaux positifs ou négatifs de l'environnement. Au-delà des effets de ségrégation spatiale et sur la santé, cela expose le secteur aux crises caractéristiques du marché capitaliste.
Dans son rapport 2024, la Fondation Abbé Pierre fait le constat d'une aggravation alarmante de la crise du logement et la résume en les termes suivants. La construction est au point mort. Les acheteurs modestes ne parviennent plus à acheter. Les banques prêtent bien moins qu'avant. Les locataires ne trouvent plus rien à louer à des prix abordables. Le logement social est saturé et la liste des demandeurs s'allonge. Cette crise est inédite, dans la mesure où elle bloque tous les secteurs du logement, en même temps, avec une force et une rapidité inouïes, et affecte en même temps l'offre et la demande de logement. Ces éléments de la Fondation permettent de mettre en perspective les inégalités sociales de santé. Cette crise annonce une augmentation du mal-logement et donc une augmentation des inégalités de santé. On a parlé à plusieurs reprises de facteurs de risque environnementaux pour dire que notre environnement influe sur notre santé. Mais au fait, c'est quoi l'environnement ? La réponse n'est pas si évidente. À interroger son entourage, on pourrait vite se rendre compte que ce qu'on entend, nous, par environnement, ne se recoupe pas forcément avec ce qui met notre personne. Et ce questionnement se produit dans tous les domaines. Ce concept a fait l'objet de nombreuses controverses au cours des années récentes, et les contours retenus sont différents selon si l'on se situe dans les domaines scientifiques, philosophiques ou administratifs. Il revêt aussi une signification différente selon le pays où on se trouve. Un mouvement de pensée, où on retrouve des auteurs comme Philippe Descola ou Bruno Latour, s'efforce de démontrer que la distinction entre nature et culture est artificielle. Il n'y a pas d'environnement, mais un phénomène social d'environnementalisation, un travail pour fixer une limite entre ce qui relèverait du milieu intérieur, du milieu extérieur, du naturel, de l'artificiel, de l'humain ou du non-humain. Ce mouvement invite à dépasser le clivage entre nature et culture, entre nature et société. L'être humain fait partie intégrante de la nature. Effectivement. Mais on peut aller alors plus loin. Les questions qui peuvent se poser sont pourquoi et au service de quels intérêts se fait ce phénomène d'environnementalisation. Voyons d'abord le pourquoi. Et pour ça, je vais piocher dans le livre de Paul Guilibert, Terre et Capitale. Nous avons dit qu'il y avait une unité entre le social et le biologique, un continuum. Il en va de même entre l'humain et la nature, y compris dans nos sociétés contemporaines. L'unité entre l'humain et la nature ne serait ni une origine dont les sociétés se seraient arrachées, ni une fin qu'elles devraient chercher à réaliser. L'unité entre l'humain et la nature est l'activité productrice même, c'est-à-dire qu'on se transforme soi-même en modifiant plus ou moins consciemment le milieu dans lequel on évolue. Et il y a autant de manières d'être unis à la nature qu'il existe des manières de produire et de faire société. D'un point de vue marxiste, les manières dont les sociétés s'approprient leur milieu conditionnent leur rapport à la nature. Autrement dit, le facteur déterminant dans la relation d'une société à la nature sont les rapports de propriété. Ces rapports régissent non seulement les relations des humains entre eux, mais aussi les droits sur la manière de s'approprier et de transformer la nature. La naissance des sociétés de classe engendre une séparation matérielle des humains et de la nature. Et c'est ce qui produit l'idée d'une nature séparée de la société humaine. Et c'est tout particulièrement vrai sous le capitalisme. Le travailleur salarié y est privé de ses moyens de subsistance. Se vêtir, se nourrir, se loger. Il est dépossédé des conditions naturelles de sa reproduction. Le rapport à la nature et à ses ressources est médié par le marché, que ce soit pour la bourgeoisie pour faire croître son capital, ou pour les salariés pour survivre. Cela permet de comprendre au service de quels intérêts se fait cette séparation entre l'être humain et la nature. On vient de dire que les rapports à la nature sont conditionnés par les rapports de propriété. Ces rapports de propriété sont eux-mêmes l'objet de la lutte des classes. En s'appropriant la nature, la propriété permet d'asseoir le pouvoir de la classe dominante, elle est un moyen de domination sociale. Enfin, sans nier son caractère social, le concept de nature ou d'environnement nous semble malgré tout nécessaire pour pouvoir mettre en lumière certaines inégalités et leur lien avec la dynamique du capitalisme. Nous pouvons en relever en particulier 3 inégalités saillantes lorsqu'on parle d'environnement. Tout d'abord, les inégalités d'accès aux ressources, dites naturelles.
que ce soit les biens naturels élémentaires, sous leur forme brute ou mêlés à des dispositifs techniques, comme l'accès à l'eau potable, à l'énergie, ou les biens naturels secondaires, aussi appelés aménités, c'est-à-dire l'accès aux paysages, aux lacs, aux forêts, aux parcs, etc. Il y a aussi les inégalités d'exposition aux risques environnementaux, qu'on a un peu développées pour la question du logement. Enfin, il y a l'inégalité d'empreinte écologique. Pour ne donner qu'un seul chiffre, 10% des plus riches émettent près de 50% des émissions de gaz à effet de serre, alors que les 50% les plus pauvres en émettent moins de 10%. Or, c'est en particulier ce type d'émissions qui est à l'origine du changement climatique. On peut avoir une fausse impression que la question du changement climatique est devenue un sujet politique. Des responsables politiques en parlent, le sujet est débattu publiquement. Mais ça ne suffit pas. On peut aborder publiquement un sujet tout en cherchant systématiquement à le dépolitiser. C'est le cas pour les enjeux environnementaux. En fait, un sujet devient politique quand les discours et les actions menées reflètent les intérêts des différentes classes sociales concernées. Nous allons en voir quelques illustrations. On entend souvent qu'on serait tous dans le même bateau. En un sens, c'est vrai que l'humanité est sur le même caillou quelque part dans l'univers. L'image du bateau est valable de ce point de vue. Mais si on regarde ce bateau de plus près, on se rend compte que c'est une galère. Il y a une poignée d'humains qui donnent les ordres et choisissent la direction, et une écrasante majorité d'humains qui rament. Les premiers ont à leur service des humains chargés de réprimer les seconds. Ainsi, on peut être dans le même bateau et avoir des fonctions différentes, et donc des responsabilités différentes. Pour dépolitiser la question du changement climatique, l'expression la plus emblématique est peut-être celle d'activité humaine. Il est aujourd'hui admis que le changement climatique serait lié à l'activité humaine et en particulier à ses émissions de gaz à effet de serre. Cette définition généraliste permet de masquer au moins deux données importantes. La première, c'est que si le changement climatique est lié à l'activité humaine, ce n'est pas depuis n'importe quand. Et quand on y pense, c'est même quelque part absurde. Depuis que notre espèce existe, ça fait des millénaires, il y a toujours eu une activité humaine, un impact de l'être humain sur son environnement. En revanche, les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à exploser seulement depuis le XIXe siècle, ce qu'ils appellent pudiquement la révolution industrielle, et qui correspond à la progression du mode de production capitaliste. Et au fur et à mesure que ce mode de production est devenu le système dominant à travers le monde, l'intensité des émissions n'a fait que s'accroître. Et deuxièmement, c'est quoi l'activité humaine ? De toutes ces activités, celles qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre sont de loin celles liées à la production de biens matériels et de services. Or, la production humaine est régie par des règles d'un système de production et d'échange, le capitalisme. Chaque mode de production définit un certain type d'échange de matière entre les sociétés et leur environnement. La particularité du capitalisme est que cet échange est insoutenable. Les scientifiques ont défini des limites en matière de stabilité du système Terre à l'intérieur desquelles l'humanité peut prospérer de manière sûre pour les générations à venir. Ils décrivent 9 processus fondamentaux pour la stabilité du système Terre. Sur ces 9, 6 sont déjà dépassés. La dégradation de la biosphère, c'est-à-dire la biodiversité. La perturbation des cycles biogéochimiques du phosphore et de l'azote, principalement liés à l'agriculture intensive. L'accumulation de nouvelles entités, comme les entités chimiques, les OGM, les déchets nucléaires. Le changement climatique, lié au réchauffement, lui-même secondaire aux émissions de gaz à effet de serre. La transformation des milieux terrestres, liée à l'agriculture, l'exploitation des ressources et l'urbanisation. Ainsi que l'eau verte, l'eau stockée dans les sols, la plus importante, dont la quantité se réduit de manière alarmante. Pour deux autres de ces limites, la diversité biologique et l'accumulation de gaz atmosphériques, c'est qu'on ne sait pas encore précisément les seuils au-delà desquels les changements seraient irréversibles. Les conséquences prévisibles sont désastreuses pour la santé du vivant en général et pour l'être humain en particulier.
les déterminants les plus fondamentaux de la santé sont menacés, comme l'accès à une alimentation saine, à une eau potable ou encore à un air non pollué. Pour ne citer que les conséquences les plus importantes, il faut s'attendre, et on constate déjà, une augmentation en fréquence, en durée et en intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les feux de forêt, les sécheresses ou les inondations. Il faut aussi s'attendre, et on constate déjà, à l'émergence ou à la réémergence de maladies infectieuses, comme le choléra, la malaria ou la dengue. Il faut aussi se préparer à une diminution des récoltes et des ressources maritimes, responsable d'une hausse des cas de dénutrition et de malnutrition. Enfin, il faut se préparer à une augmentation des conflits, des migrations, et de leurs conséquences sur la santé physique et mentale. On voit bien que si on ne change pas de trajectoire, ce n'est pas un problème de manque de connaissances sur les causes et les conséquences des changements en cours. Mais les capitalistes, en tant que classe, et non pas en tant qu'individus, raisonnent en termes de profit. Ils n'ont que faire de ces limites, aux conséquences lointaines. Ce qu'ils voient surtout, c'est qu'agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou préserver la biodiversité implique de prendre des mesures qui viennent augmenter les coûts de production, donc réduire les profits et entraver leur compétitivité vis-à-vis d'un autre capitaliste qui n'aurait pas pris ces mesures. La concurrence pousse le capitaliste à s'aventurer toujours plus loin au-delà des limites planétaires. Le problème, c'est qu'il nous amène avec lui. Vous êtes toujours là ? Waouh ! Bon, maintenant on va essayer de résumer. Un organisme est un système ouvert, en interaction incessante avec son milieu. La santé d'un organisme est le résultat de cette interaction. Un échange de matière déséquilibré peut entraîner le franchissement d'une ou plusieurs limites qui mettent en péril la santé de l'organisme. Cela vaut pour un individu, mais aussi pour une société. À l'échelle d'un individu, l'environnement interagit avec son fonctionnement interne et vient influer positivement ou négativement sur sa santé. Le système capitaliste repose sur des rapports de propriété qui engendrent des inégalités sociales et donc des inégalités de santé. À l'échelle d'une société, l'environnement interagit aussi avec son fonctionnement interne et vient influer positivement ou négativement sur la santé de l'organisme social. Le système capitaliste repose sur des rapports de propriété qui conditionnent notre rapport à la nature et en font un moyen de domination sociale. Enfin, la recherche de profit condamne le système capitaliste à dépasser les limites planétaires et nous mène à un avenir chaotique, où les nouvelles conditions environnementales mettront en péril la santé de toujours plus d'organismes, qu'ils soient humains ou non humains. Pour conclure, contrairement à ce que pensent certains, l'effondrement n'aura pas lieu, au sens où le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle. Les pénuries de ressources, le franchissement des limites planétaires et leurs conséquences ne suffiront pas à faire périr le système capitaliste. Il s'y adaptera en renforçant l'exploitation de classe et les oppressions. Pour réussir à changer de trajectoire, nous devons politiser la crise environnementale pour qu'elle devienne un des moteurs d'une crise révolutionnaire. En tant que militants communistes, nous devons contribuer à construire un mouvement social conscient que pour changer le rapport de l'humain à la nature, il faudra changer les rapports des humains entre eux, et que cela passe par changer les formes de propriété. En tant que militants communistes, nous luttons pour la réappropriation collective de nos moyens de subsistance contre l'accaparement capitaliste. Sur cette base, l'humanité pourrait bâtir une société en harmonie avec la nature, capable de préserver autant l'humain que le non-humain et les générations futures. Plus que jamais, se présente à nous cette alternative, socialisme ou barbarie.